Culture Soccer. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à ce premier épisode du tournoi MLS is Back. Culture Soccer aura le plaisir d'avoir un épisode quotidien, un podcast quotidien où on va parler des matchs, à chaque fois des invités différents. Je serai l'animateur de ce podcast, Adi Raphaël, rédacteur en chef de Culture Soccer. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être rejoint par Tristan D'Amour. Salut Tristan, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien et très honoré de pouvoir être le premier invité du podcast quotidien. Ça me fait, comme dirait mon grand-père, ça me fait un velours. Écoute, c'est vraiment la première personne à qui j'ai pensé, puis je suis super heureux de savoir que ça t'intéressait. Juste pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi, j'ai une liste, puis je pense que si moi je présente, ça va prendre 1 heure de temps. Donc, je vais te laisser te présenter toi-même. Oui, donc moi, je suis un journaliste basé à Montréal. J'écris la majorité du temps, j'écris en anglais. J'écrivais pour FER Pro Soccer USA qui devrait revenir en 2021 si les astres s'alignent. Mais je suis aussi co-animateur du podcast The Scrum, qui est un podcast qui parle du monde du sport, des médias sportifs et tous les enjeux qui s'y entourent avec Julian McKenzie. C'est un podcast en anglais, donc si vous parlez l'anglais, il y a des grandes chances qu'on puisse s'entendre. Mais je tiens à dire, je suis québécois, je suis francophone, mais je me tiens un peu 50-50 sur la barrière de la langue. Exactement, on t'a vu plusieurs fois, tu as participé à plusieurs podcasts en français, que ce soit ici sur Culture Soccer, mais plus sur CSL Érable, mais aussi tu as participé avec le Cannes Football Club à plusieurs fois, le podcast du Cannes Football Club. Donc bref, c'est pas la première fois qu'on t'entend en français, puis voilà, maintenant nos auditeurs et auditrices vont pouvoir t'écouter en français. Donc, écoute, on va parler, on va pas tourner en rond pendant des heures. On va parler de ce tournoi-là. Donc, MLS is back. Le nom qui revient sur toutes les lèvres depuis les dernières semaines. Il y a eu, je pense que la plupart du temps, il y a beaucoup de presse négative qui sortait là-dessus avec toute la COVID-19, avec le nombre de joueurs atteints, avec le nombre de cas de personnes affectées en Floride qui augmente et augmente. Mais finalement, le tournoi a bel et bien débuté hier avec le premier match entre l'Inter Miami et Orlando City SC. Mais avant tout, il y a eu, je pense, un message très fort de la part de la MLS. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a maintenant un gros mouvement qui s'appelle, qui est Black Lives Matter, donc par rapport aux personnes de couleur noire qui se sentent un peu lésées, effectivement, et avec raison, par rapport au racisme systémique. Et puis la MLS a pris le taureau par les cornes et n'a pas voulu se cacher et a lancé un énorme message en premier avec le hashtag MLS is Black. Écoute, Tristan, raconte-nous déjà quelles sont les mesures entreprises par la MLS par rapport à MLS is Black. Il y a plusieurs choses, donc je te laisse les décrire. Ouais, en fait, on a pas mal tous vécu ça un peu en même temps. Il n'y avait pas énormément de comment dire... On savait pas vraiment qu'est-ce qui allait arriver par rapport à l'avant-match. On savait qu'il allait pas avoir d'hymnes nationaux et ce qu'on voit la majorité du temps, du moins en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, c'était le mouvement qui avait été amené il y a quelques années par Colin Kaepernick, l'ancien corps arrière des 49ers de San Francisco de la NFL, qui au début s'était pas levé pour l'hymne national, puis après avoir parlé à des anciens militaires, avait décidé de mettre un genou au sol en guise de protestation vis-à-vis le traitement des Noirs aux États-Unis. Ça avait été suivi par Megan Rapinoe et puis par plusieurs autres joueurs, que ce soit dans la NFL ou peu importe. On sait ce qui est arrivé à Colin Kaepernick qui n'a pas d'emploi depuis 4 ans maintenant.
Mais maintenant, c'est ça. Le mouvement a vraiment eu, sans nécessairement vouloir faire de mauvaises analogies, mais a vraiment eu le vent dans les voiles depuis le meurtre de George Floyd à Minneapolis ou dans les Twin Cities du Minnesota. Et oui, on est même si on est en pleine pandémie, le débat fait rage plus que jamais, presque sans vouloir m'inventer expert. Donc, il fallait s'attendre, surtout au premier match, là où on était à la télé nationale aux États-Unis sur ESPN. Donc, on devait s'attendre à une sorte d'événement, une sorte on disait que le tournoi MLS is Back était quasiment un tournoi de Coupe du Monde. Ça avait l'air, du moins, un événement de grand déploiement, quasiment comme un premier match de Coupe du Monde, sauf que là, l'enjeu était drôlement plus important que n'importe quelle pré-présentation de Coupe du Monde. Donc, il y avait récemment, dans comment dire, en anglais on dit aftermath, mais dans quand la poussière a retombé de tout ce qui est arrivé aux États-Unis récemment, il y a un groupe de joueurs noirs de la MLS qui ont décidé de former la coalition des joueurs noirs, ou le Black Players Coalition. Et ce qu'on a vu hier avec tous les joueurs noirs qui ont pris le terrain, en fait. Ils ont fait un rectangle autour du terrain, puis après, tu avais les joueurs d'Orlando et de Miami qui étaient alentour du cercle central, qui ont tous décidé de prendre en fait, les joueurs qui étaient sur le terrain, sur le cercle central, ont pris un genou pendant 8 minutes 46 secondes, qui est le temps dont le policier qui a tué George Floyd avait son genou sur son cou, qui l'empêchait de respirer. Et t'avais des joueurs, des membres du staff d'équipe de MLS noirs qui avaient un poing dans les airs avec un gant noir qui rappelait beaucoup les Olympiques. Les Olympiques de quoi? C'est 60? Écoute, je suis vraiment pas un historien, mais ça rappelait le mouvement des Black Panthers. C'était extrêmement puissant. C'était 68, les Jeux Olympiques de 1968. Donc, juste pour dire à nos éditeurs, donc effectivement, avec le Black Power, avec le poing levé en haut, avec un gant noir. Donc, c'est ça que tous les joueurs ont fait. Tous les joueurs, hormis ceux d'Orlando et d'Inter Miami, comme tu l'as expliqué, qui étaient agenouillés dans le cercle central. Tous les autres joueurs étaient autour du terrain avec le poing en l'air. Donc, c'était quand même assez émouvant comme mouvement, je trouve, très, très, très émouvant. Et les 8 minutes 46 secondes, c'est pas facile de se mettre comme ça. Je pense, chapeau bas à tous les joueurs. Chapeau bas à la MLS surtout d'avoir permis ça, parce qu'il y a beaucoup de ligues et de personnes qui auraient un peu peut-être refusé de faire ça parce qu'ils ont peur de montrer un peu, de donner un message politique. Et moi, je dis chapeau bas à la MLS parce qu'ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur à être comme ça. Puis, je pense que c'était extrêmement important. Tu as parlé un peu de la coalition des joueurs noirs. Effectivement, il y a eu aussi un gros message durant la mi-temps aussi. Où aussi ils ont dit comme quoi la MLS et que tous les joueurs noirs sont unis pour combattre l'injustice. Donc, en tout cas, c'était extrêmement émouvant. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose de la part de la MLS, n'est-ce pas, Tristan? Ah, tout à fait. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est on doit se dire qu'on est en retard sur le sujet, surtout en Amérique. Honnêtement, si on peut, si les malheureux événements qui sont arrivés, puissent changer la donne, que ce soit au niveau social à l'extérieur du sport, mais aussi à l'intérieur du sport, parce qu'on sait il y a beaucoup d'événements qui sont à l'intérieur du sport qui sont arrivés, qui ne devraient pas arriver. Je pense à des événements comme quand le podcast des Cooligans ont reçu CJ Sapong,
quand il a parlé de ce qui lui était arrivé avec Alexander Kataï. Ces choses-là, ça devrait pas arriver. Tu devrais pas massacrer tes propres chances dans ton propre équipe juste parce que tu veux pas passer à un joueur qui est pas de la même couleur que toi. Je trouve ça absolument ridicule. Donc oui, chapeau à la MLS pour avoir fait ça. C'était, moi je trouvais que c'était extrêmement puissant. C'était très, comment dire, moi j'aime ça dire un peu, c'est dans ta face. Tu pouvais pas vraiment regarder ailleurs, là. Il y avait pas beaucoup de choses, il y avait pas beaucoup d'autres de sons, effets. C'était très concentré sur ce qui se passait et je trouve que c'était une très belle façon de commencer le match. Bon, là après on va dire, là on va sûrement parler de la rouille, ça a pas dû aider au dynamisme des joueurs d'avoir un aussi gros pre-game pour ce premier match, mais je pense que ça dans un sens, c'est secondaire. Il fallait que les joueurs s'y attendent un peu. Exactement. En plus, quand tu penses au pre-game, ça fait 3 mois qu'ils ont un pre-game. Donc, ouais, c'est ça. Donc finalement, rouiller pour 30 minutes de plus ou pas, je pense que ça revient un peu au même, là. Mais oui, non, vraiment, chapeau bas à la MLS encore une fois parce que ils ont pris le temps et c'est ça qui est intéressant, les 8 minutes 46 secondes. Il y a eu tout ce temps-là qui a été donné pour ce mouvement-là et je trouve que c'est important. N'oubliez pas aussi que la MLS est le premier championnat de sport majeur, à part la NWSL qui recommençait, en tout cas du côté masculin, qui recommençait les débats et la saison. Donc c'est quand même aussi, tous les yeux étaient rivés sur la MLS, même ceux qui peut-être aiment le sport, mais qui sont en manque de sport. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé à regarder la MLS parce que c'était le premier sport qui revenait sur les ondes. Et voilà, donc c'est un très très bon, une très très bonne chose d'avoir pris le temps de faire ça. Donc voilà pour MLS is Black, qui est le mouvement qui a été créé. Donc is Black pour est noir, donc MLS est noir. Donc c'est un peu un jeu de mots avec le nom du tournoi qui est MLS is Back, qui est quand même assez intelligent. Donc voilà pour ça. Je voulais vraiment commencer notre premier épisode avec ça parce que c'est extrêmement beau. Après, il y a plusieurs autres choses dont on va pas parler. Par exemple, je vous conseillerais d'aller voir les brassards des capitaines où ils ont tous une certaine allusion au mouvement. Je vous conseillerais aussi de voir que, je sais pas si vous avez vu, mais lors des entraînements, il y a tout le monde qui porte des t-shirts avec des messages pour le mouvement, des t-shirts en fait faits par la compagnie de Warren Creeville, qui est le milieu de terrain de Philadelphia Union. Donc il y a une compagnie de vêtements, puis la MLS est entendue avec lui pour pouvoir faire ça. Bref, il y a plein de choses qui sont mises en place. Ouais, mais c'est ça, c'est magnifique. Et c'est bien, comme je l'ai dit, c'est que ils font ils parlent de ce mouvement-là et ils n'en parlent pas à moitié. Ils sont complètement dedans et c'est ça qui est beau à voir. C'est que tout le monde est complètement là-dedans et tu vois que les joueurs sont complètement là-dedans. Tu as parlé un peu de Kataï. Kataï a plus de contrat en MLS et je pense pas qu'il en aura de nouveau un contrat en MLS à cause de tout ça. Donc bref, voilà pour un petit résumé de ce qui se passe par rapport à MLS is Black. Revenons un peu au terrain et au tournoi en tant que tel. En première chose qui tape aux yeux quand on regarde ce match-là, c'est le format TV. Pour ceux qui ont vu le match, vous avez remarqué que par exemple, toutes les pubs, dépendamment de la chaîne sur laquelle vous regardiez le match, les pubs étaient adaptées à la chaîne où vous regardiez le match. Donc, disons, vous regardez le match aux États-Unis, vous aviez des pubs qui étaient mises, qui ont rapport avec les États-Unis ou la région dans laquelle vous étiez. Même chose au Canada, si jamais vous regardiez en français, vous regardiez en anglais, c'était des pubs différentes. C'est quand même assez bizarre. Et en plus, il y a eu un gros logo Adidas en plein milieu du terrain. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Tristan? Je comprends qu'il n'y a pas vraiment de supporters et qu'on sait très bien que la MLS, la plupart de ses revenus sont par rapport à la billetterie. C'est sûr qu'ils avaient besoin de faire de l'argent, donc peut-être en ayant ce genre de sponsor-là et en mettant ce genre de pub-là, ça faisait en sorte que je pense qu'ils faisaient une certaine rentrée d'argent. Mais est-ce que tu n'as pas trouvé que c'était un peu trop? Ouais, non, c'est certain que c'est
Bon, là, on a vu un peu ce que le foot avait l'air en temps de pandémie avec la Bundesliga qui est revenue. On a vu leur style de broadcast. Après, il y a eu la Liga, il y a eu la Premier League. On a vu la NWSL qui, eux, ont décidé d'y aller avec les logos des équipes et le sponsor principal. Je me doutais que la MLS allait y aller très américain, très publicité, capitaliste. très capitaliste, très publicité forward. Mais bon, je pense que c'est Sam Stejskal de The Athletic qui avait dit que la MLS allait perdre au moins 100 millions de dollars, peu importe si le tournoi se jouait. Donc, est-ce que tu me demandes si je suis vraiment surpris de voir autant de pubs? Honnêtement, je m'attendais à en voir plus. Personnellement, je suis un petit peu surpris de voir que les pubs étaient hyper locales, dans le sens que si tu regardais à TVA Sport, c'était au Québec, tu voyais beaucoup de Saputo, tu voyais beaucoup le BMO, tu voyais des pubs qui étaient vraiment québéco-centriques, très canadiens, que si tu regardais le match à ESPN. Donc, bon, est-ce que ça aide à étaler l'argent un peu? Peut-être. Si ça renfloue les coffres un peu, tant mieux, parce qu'on ne veut pas voir d'autres équipes, on ne veut pas voir la Ligue arriver à des difficultés de l'ordre critique. Parce qu'on en a vu des équipes en MLS, si on suit la MLS depuis longtemps, on en a vu des équipes s'en aller parce que l'argent n'était pas là. Donc, on espère que ça ira pas jusque-là. Donc, bon, après, bon, le logo Adidas dans le milieu, il y avait l'air de trop. Je vais dire ça. C'était, je veux dire, à mon avis, il y avait d'autres façons de le faire. Moi, l'espèce de rideau qui couvre le côté, les bancs qui seraient vides, ça m'a pas vraiment dérangé parce que, bon, les bancs sont vides. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Et je comprends qu'il faut profiter de ça pour mettre des pubs supplémentaires, avoir des revenus supplémentaires. Ça, je peux comprendre. Après, le logo au milieu, c'est là où j'ai un peu plus de mal. Ouais, non, c'est certain. Ça me faisait un peu penser au match de hockey européen où, tu sais, c'est les joueurs, ils flottent sur des pubs, là. C'est vraiment... Tu sais, mais la réalité est que ces deux contextes-là, c'est des ligues sportives qui ont besoin d'argent pour peu importe. Là on le sait, la réalité, comment elle est. Donc, bon, est-ce que je m'attendais à voir un gros logo Adidas? Non, pas nécessairement. Mais ça, j'ai hâte de voir, ou peu importe sur le long de la compétition, si ça va changer, si on va voir d'autres logos, si on va voir autre chose, si on va voir un peu de changement par rapport à quelle sorte de pub on va voir, ou bon, après ça, je me dis, bon, ils ont affiché leurs couleurs, ils ont dit, bon, OK, on va mettre les pubs, vous allez voir les pubs, les partenaires principaux de la MLS. Bon, il va falloir s'y habituer. J'ai pas l'impression que ça va rester tout le temps, ça, par contre, parce que si je me souviens bien, il y a des règlements par rapport à ça, par rapport au fait qu'on peut pas mettre de pub sur le terrain. Parce que s'il n'y avait pas de règlement par rapport à ça, on en verrait dans beaucoup de pays. Parce qu'il y en a des pays là, que les pubs, c'est partout sur le chandail, c'est partout à l'extérieur, là, dans les estrades, sur le côté du terrain. Donc, s'il n'y avait pas de réglementation par rapport à ça, j'ai l'impression que la MLS utilise la pandémie pour faire ça. Mais j'ai l'impression que si quand le tournoi va être fini puis on va revenir à des choses plus normales,
j'ai pas l'impression qu'on va revoir ce gros logo Adidas-là dans le milieu. Ça, c'est mon avis. Ouais, non, c'est un très bon avis. C'est drôle parce que c'était la question que j'allais te poser parce que j'ai vu beaucoup de monde sur Twitter dire que ce sera la nouvelle réalité de la MLS et qu'ils pensent que c'est là pour rester. Moi, très franchement, écoute, oui, ça m'a dérangé, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu commences à t'y habituer. Je pense pas non plus que c'est la fin du monde, le fait que ce soit là. Par contre, je pense pas que c'est beau non plus. Donc, moi, je préfère que ça n'existe plus. Mais après, bon, est-ce que je suis vraiment attaché à ça, de là à me dire, s'il y a le logo, je regarde plus? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais par contre, écoute, dans la réalité actuelle, je pouvais comprendre que ça existe. Je voulais te poser aussi une autre question, Tristan. L'angle de la caméra, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. C'est un peu bizarre comment c'était. On dirait que, bon, c'est sûr que tu n'es pas dans un vrai stade de foot où tu as 50, 30, 40 caméras, où tu peux voir plusieurs angles et ainsi de suite. Mais l'angle de la caméra le principal était un peu bizarre. On avait comme l'impression qu'on était dans qu'on pouvait pas voir un peu tout le terrain, ou si on voyait un peu le terrain au complet, c'était comme c'était pas comme naturel. Je sais pas ce que tu en penses de cet angle-là de la caméra. Ouais, j'ai l'impression que c'est par rapport aux dimensions du terrain. Je me pensais un peu à Loftus Road ou à le White Hart Lane, l'ancien stade de Tottenham, où tu as vraiment l'air d'être sur le dessus du terrain. J'avais vraiment cette impression-là. Mais bon, je pense que c'est par rapport aux dimensions du terrain. Je pense pas qu'ils peuvent vraiment changer grand-chose par rapport à ça. Des fois, c'est des réalités comme ça qui deviennent vraiment apparentes quand on regarde les matchs à la télé. Je veux dire, on a une réalité comme ça au Canada avec Pacific FC, avec Cavalry aussi. Où là c'est très bas à cause des poteaux d'électricité. Donc, c'est un peu unique, mais je me souviens que la classique Disney, l'espèce de tournoi de pré-saison que l'Impact a jadis gagné, avait cet angle de vue-là. Si c'est pas la même, c'est très similaire. Mais on va jouer sur 3 terrains différents, donc je me demande si les angles de caméra vont changer par rapport au terrain. Mais bon, honnêtement, c'est ça puis je sais pas si tu voulais en parler, mais le fait de pas avoir de faux sons de foule, moi, c'est pas vraiment des choses qui, tu sais, je veux dire. Ouais, sérieux, je vois pas pourquoi beaucoup de monde font tout un truc par rapport aux sons de foule, puis ceux qui ont des sons de foule et ceux qui ont pas. Très sérieusement, je m'en fous un peu. S'il y a un son de foule, très bien. S'il y en a pas, très bien. Ça change pas grand chose dans ma vie, donc je suis complètement d'accord. Après, bon, il y a certains sons de foule qui peut-être un peu sont agressants, mais j'en ai pas vu. Très sincèrement, ça change pas grand-chose dans ma vie. Je suis juste content de revoir du soccer à la télé, moi, sincèrement. Là. Moi, regarde, Adi, moi, dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui aime l'authenticité. Moi, je suis quelqu'un qui aime le real deal. Ouais. Tu sais, donne-moi le straight pipe. Là. Donne-moi le comme il se voit. Donc, s'il y a personne, il y a personne. Ouais. Moi, j'ai couvert beaucoup de matchs universitaires canadiens, beaucoup de matchs de USL où il y avait 2000 personnes. Ils rajoutent pas des foules, là. Ils rajoutent pas le cop de Anfield là, en arrière. Là. Oui. Mais puis en plus, c'est ça. Mais tu sais, tu voyais, puis moi, ce que j'aimais un peu, c'est qu'ils ont dit, OK, non seulement on met pas de foule, mais on va vraiment aller plus loin vers ça. On va mettre plus de micros. Comme dans les situations de coups de pied de coin ou les situations de coups de pied de but ou de 6 mètres, on entendait vraiment Robles et Pedro Gallese, alias El Pulpo, vraiment parler à leurs joueurs. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, t'as l'impression d'être vraiment plus là. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être revenu dans mes années où je couvrais la USL, puis j'étais proche du terrain, puis je pouvais entendre un peu ce qui se disait, puis tout ça. Puis en plus, ça va aider mon espagnol, donc moi, ça va. Moi j'aime bien.
Non, mais j'avoue que ça crée un peu, tu as raison, tu as parlé d'authenticité, et c'est effectivement ça. Tu vois, c'est un peu plus authentique. Et d'un autre côté, comme tu le dis, tu sens que tu es proche des joueurs. Il y a quand même une belle chose du fait de ne pas avoir de foule quelque part. Après, bon, on aime aussi le soccer à cause de ces foules. Moi, j'ai hâte que les foules reviennent, mais je pense que de là à créer quelque chose d'artificiel, bon, en tout cas, c'est pas quelque chose. Pour moi, ça ne dérange pas qu'il y ait la foule artificielle ou pas. Ça me dérange pas, mais je trouve du plaisir dans les deux cas. Puis je trouve aussi que c'est ennuyeux dans les deux cas aussi. Donc, il y a des plus et des moins dans chacune des situations. Donc, pourquoi venir et ajouter quelque chose de pas naturel? Pourquoi pas le garder tel quel? Il n'y a pas de foule, puis écoute, on fait ce qu'on peut. Donc, bref. Ouais, mais attention, Adi, je dis pas que c'est les foules sont pas. Tu sais, moi, j'adore. Tu sais, la foule, l'extérieur dans les gradins, c'est quelque chose d'ultra spécial. C'est quelque chose de magnifique en soi. Tout ce qui se passe avec le supporter culture, moi, j'adore. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas là. Ils sont pas là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dupes, là. Tu sais, là, il n'y en a pas de foule, là. Je ne vais pas faire en semblant qu'il y en a. Effectivement. C'est ça. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. On est à peu près sur la même longueur d'onde. Revenons au terrain parce que c'est le plus important. C'est la raison pourquoi ce podcast existe. Parlons du match. Donc, juste pour enlever le suspense, parce que je suis sûr que soit vous avez vu le match, soit vous avez vu le score. Donc, finalement, c'est Orlando City qui s'est imposé face à l'Inter Miami sur le score de 2-1. Moi, j'avais mis Inter Miami dans mes prédictions sur Culture Soccer. Je pensais qu'Inter Miami allait prendre la deuxième place du groupe. Ça commence mal pour l'Inter Miami. J'aimerais qu'on parle en premier par des 11 de départ. Les 11 de départ des deux équipes. Commençons déjà par l'Inter Miami. Grosse surprise, Rodolfo Pizarro était sur le banc. Donc, c'est un peu la star un peu de l'Inter Miami. Et une autre surprise, et qui, selon moi, je trouve que faisait pas trop de sens, c'était Lee Nguyen, le créateur, bon, même s'il est plus très jeune, aussi, il était sur le banc. En l'absence de Pizarro, j'aurais peut-être pensé à ce que Nguyen soit titulaire. Malheureusement, c'était pas le cas. On sait que Rodolfo Pizarro, la raison pourquoi il était sur le banc, c'est qu'effectivement, il avait contracté une blessure. C'est pour ça qu'il n'a pas débuté le match. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, toi, Tristan, de voir Pizarro sur le banc et Nguyen aussi ne pas être impliqué dans la formation de départ? Ouais, ça m'a un peu surpris de voir que c'était Juan Agudelo qui commençait le match. Mais bon, là, si tu disais qu'il y avait blessure, honnêtement, je la comprends. Premier match, il n'y a pas de pré-saison, il y a aucun, il y avait aucun match aucun match amicaux, rien. Je comprends pourquoi Miami n'a pas pris cette chance-là. Après Lee Nguyen, moi j'aime bien. J'ai toujours aimé ce joueur-là. J'adore son histoire, comment il est revenu aux États-Unis pour essayer de se tailler un poste avec l'équipe nationale. Dommage que ça n'a pas resté, mais j'aime aussi Victor Iowa. Moi, pour ceux qui me connaissent moins, moi j'adore les homegrown. Moi j'aime bien les joueurs qui sortent de l'académie. Et c'est un des premiers joueurs à avoir sorti de l'académie du FC Dallas qui en a sorti quelques-uns. Si on regarde bien, il y en a eu beaucoup. Qui est sorti en plus, c'était sous Oscar Pareja, puis maintenant Oscar Pareja entraîne Orlando, donc c'était quand même une jolie touche de Miami. Ulloa qui a été un petit peu lent, mais qui a sorti la passe décisive sur le but d'Agudelo. Donc après, c'est pas... ça n'a pas été tout mal, mais oui, j'ai été un peu surpris parce que Nguyen, c'est un joueur qui a de l'expérience, un joueur qui en a vu d'autres. Un autre qui m'a un peu surpris de ne pas voir, mais c'est un de mes joueurs préférés de tous les temps, MLS, AJ De La Garza, que je trouve qu'il aurait pu aider un peu aussi du côté de Miami. Mais oui, pour en revenir à Nguyen, j'ai été un peu surpris, mais c'est les premiers matchs dans une circonstance où il n'y a pas vraiment eu énormément de préparation. Donc,
s'il y avait des risques de blessure, je comprends à 100% la réticence de les faire commencer tout de suite. Ouais, non, effectivement, je peux comprendre aussi. Il y a eu aussi quelques petits choix forts, je trouve, du côté de Miami. T'as parlé de la Garza, qui aurait très bien pu jouer, que ce soit en défense centrale ou bien à droite, si je me trompe pas. Et puis c'est bizarre parce qu'on a préféré le petit rookie Nealis à droite. Qui a fait un mauvais match selon moi, un très très mauvais match. Bref, c'est assez bizarre, on en parlera un peu plus tard bien évidemment. J'aimerais aussi parler du choix Juan Agudelo en attaque. On sait très bien que Agudelo c'est supposé être un attaquant, sauf que les moments où il a été vraiment bon, c'était plus quand il jouait au milieu du terrain, quand Bruce Arena l'année passée l'avait remis au milieu de terrain. C'est là où il a eu les meilleurs moments. On sait que c'était un gros espoir américain qui était supposé être la nouvelle star américaine. Il a quand même 28 sélections en équipe nationale. Quand tu regardes son jeu hier, même s'il a marqué le but, c'est quand même bizarre de savoir que ce gars a été sélectionné dans l'équipe nationale américaine 28 fois, non? C'est drôle à dire, tu fais vraiment un bon point quand tu parles du fait que Bruce Arena l'a mis au milieu de terrain vers la fin de la saison. Ça m'avait échappé et je trouve que cet argument-là fait énormément de sens parce que Juan Agudelo, écoute, je me souviens quand il est rentré aux Red Bulls, c'était un autre joueur, c'est un autre homegrown, c'est un autre joueur de l'académie de New York Red Bulls qui est une solide académie en passant. Là. Quand on parle du Tri-State, New York, New Jersey, puis le Connecticut, là, c'est vraiment une grosse mine de talent aux États-Unis. Juan Agudelo, du plus longtemps que je me souviens, ça a été un joueur que la majorité des Américains ont regardé pas regardé de haut, mais qui l'ont mis sur un piédestal, qui ont dit « mais c'est le prochain joueur qui va aider ». On le regardait un peu du même œil qu'on regardait un Josie Altidore du côté du New Jersey. Et honnêtement, c'est ça. Pour vrai, pour moi, Juan Agudelo, je me suis dit, OK, un renouveau à Miami. La blessure, au début, je savais pas que c'était une blessure, pour être honnête avec toi, avec Pizarro. Ouais. Mais si, OK, là, on te donne les clés, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Et pour vrai, Agudelo là, devrait avoir un tour du chapeau et on devrait parler de la victoire de Miami 3-2. Oui, effectivement, il a raté plusieurs occasions. On va revenir là-dessus à un moment donné. Là. Il a raté plusieurs occasions. Déjà en premier, quand il était supposé pouvoir aller tout seul face au but, puis il tente sa tentative de lob un peu ridicule qui passe à je sais pas combien de mètres du but, mais genre très très loin du but, presque en touche. D'un autre côté, il est arrivé 2 fois seul devant le but où il n'a pas su reprendre le ballon. C'est arrivé à 2 reprises, une fois en première mi-temps, une fois en deuxième mi-temps. Finalement, il a été là, il a marqué quand même un but. On ne peut pas non plus continuer à cracher sur lui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il aurait pu avoir, comme tu l'as dit, un tour du chapeau, un hat-trick, donc 3 buts durant ce match-là. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel l'Inter Miami va devoir se pencher, ce poste d'attaquant. En tout cas, on le sait très bien. Toi et moi, avec Tristan, on le sait très bien qu'on attend la grosse pointure du côté d'Inter Miami. Il y a plusieurs personnes qui parlent d'Edinson Cavani et puis d'autres joueurs en attaque qui pourraient venir faire le saut en Inter Miami. On sait très bien que leur effectif n'est pas complet. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait du renfort, surtout devant, n'est-ce pas Tristan? Ouais, tu parles d'Edinson Cavani. Moi, je focus un petit peu plus sur le soccer américain, mais Edinson Cavani, pendant longtemps, ça a été un de mes joueurs préférés en Europe. C'est un joueur avec vraiment le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui abandonnera pas. C'est quelqu'un qui a, tu sais, quand on parle de son temps au PSG, qui a accepté de jouer hors position quand Zlatan est rentré. Puis il est resté là tellement longtemps qu'il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire du PSG. Donc, je pense que quelqu'un comme ça à Miami serait la bienvenue. Ça pourrait changer complètement cette équipe-là. Encore là, si on revient un peu à Agudelo, un Agudelo qui sort du banc pour une quinzaine de minutes pour apporter de l'énergie, moi je vois bien, c'est un joueur qui est encore qui a encore 27 ans, qui est encore dans la fleur de l'âge,
Mais est-ce qu'il peut vraiment t'en amener plus? Je veux dire, on l'a vu, là. Tu sais, bon, OK. On n'en a pas encore parlé, mais c'est un match où, tu sais, il y avait de la rouille, là. Ouais, ben oui. C'était un match où, tu sais, ça a pris peut-être 15 minutes avant de vraiment voir. Les 15 premières minutes, il y avait beaucoup de fautes où on se regardait et on était comme, mon Dieu, ça sort de où? C'est quel niveau, ça? Là, tranquillement, ça a pris un peu d'énergie, mais je veux dire, il y a des occasions comme, tu sais, on voit Mathias Pellegrini, là, l'espèce de petit centre qui amène, là, c'est magnifique. Puis Agudelo sur la volée qui amène ça, je sais pas, qui amène ça. Écoute, il a ramené ça à Miami avec. Je pense même moi, je l'aurais mis au fond, je pense. Je pense même moi, je l'aurais mis au fond, Tristan, pour te dire franchement. Là. Ouais, c'est ça. Bon, donc, tu sais, pour pas trop s'acharner sur Agudelo, mais, tu sais, je veux dire, il y aurait. Si ce match-là, c'est 2-0 à la 35e ou où je me souviens plus exactement quand il a essayé l'espèce de petit tir à la Beckham du cercle central. Mais si ce match-là, c'est 2-0, premier match, on revient après 4 mois. Orlando revient pas. Là. Orlando qui n'ont pas gagné depuis un sacré bout. Là. Ouais. Pour vrai, là, c'est sûr qu'il manque d'estime de soi, qu'ils abandonnent le projet, ils ne reviennent pas. Je suis convaincu de ça. Bref, en tout cas, donc on verra. On a parlé un peu de ce 11 de départ d'Inter Miami. Parlons un peu du 11 de départ d'Orlando. On a beaucoup focusé sur l'Inter Miami, mais on a parlé un peu de ce 11 à Orlando. Déjà, assez surprenant de revoir la paire Nani et Dwyer devant. C'est sûr, il y a eu plusieurs changements de tactique et de formation durant le match de la part de notre ami Carlos Pareja. Par contre, ça a débuté, on voyait clairement qu'on avait deux joueurs en pointe avec Nani et Dwyer. Puis après, Nani s'est retrouvé sur le côté gauche et je pense qu'il a très bien fait sur le côté gauche. Par contre, tu pensais quoi de cette paire-là devant? Dwyer a joué son rôle, hein, le rôle de petite peste, comme on l'appelle, où il est toujours en train de jouer des coups, très physique, il est dérangeant un peu. Moi je l'ai dit sur Twitter, puis le monde, pas beaucoup de monde était d'accord avec moi, mais c'est un peu le Diego Costa de la MLS, Dom Dwyer. La seule différence, c'est que Dom Dwyer, à un moment donné, il avait l'argument d'être comparé à Diego Costa parce qu'il marquait des buts. Maintenant, il n'en marque plus beaucoup. Donc, tu te regardes l'année passée, en 27 matchs, juste 7 buts. Tandis qu'avant, si jamais tu reviens en 2014, il y avait 23 buts, par exemple, avec le Kansas City, le Sporting de Kansas City. Même sa deuxième année à Orlando, il avait quand même 13 buts. Maintenant, on sent que Dwyer, il est un peu perdu. Puis son rôle de petite peste qui est supposé ouvrir des espaces, que ce soit à Nani, que ce soit à Muller, c'était un peu plus compliqué. T'as pensé quoi de ce 11 et aussi si tu veux donner ton petit avis sur Dom Dwyer? Ouais, je sais que tu l'aimes bien, toi, hein, Dwyer? Je l'aimais bien. C'est juste qu'il faut avouer qu'il est plus efficace. Et j'ai aucun problème à ce qu'il joue ce rôle-là. J'ai aucun problème à ce qu'il joue ce rôle de peste, comme je le dis. Par contre, à la fin, tu dois marquer. Tu dois être décisif. Quand on a besoin de toi, si jamais tu es en train d'énerver le monde autour de toi, et c'est ça le but, que le monde autour de toi, ils se prennent un carton rouge. On l'a vu plusieurs fois. On l'a vu déjà contre l'Impact, par exemple, où le but, c'est de les énerver pour avoir des cartons rouges à l'équipe adverse, ou bien qu'il y ait des tacles ou des pénaltys, ou que les défenseurs perdent patience. Je comprends ce rôle-là. Par contre, à un moment donné, il faut que tu sois décisif, ce qui n'est plus. Et hier, il n'a pas du tout été décisif. Il n'a pas fait grand-chose sur le terrain à part jouer son rôle de peste. Ouais, non, c'est difficile de ne pas être d'accord avec ça, pour être honnête. Mais oui, Dwyer, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère avec, mais pour être honnête, c'est ça. Il fait ce qu'il a à faire, mais niveau production, c'est ça. Il a pas marqué. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Tu peux pas regarder ça trop loin. Après, moi j'ai toujours eu de la misère avec le fait de voir Orlando jamais produire autant que je l'aurais cru, parce que
à mon avis, puis peut-être que je suis un peu biaisé parce que mon employeur pendant 2 ans était à Orlando, donc je regardais beaucoup ce qui se passait en Floride, mais il va falloir, sous Oscar Pareja, qui à mon avis est le bon entraîneur pour cette équipe-là, est-ce qu'à un moment donné, on va regarder la production de Dom Dwyer, son salaire, puis on va peut-être arriver à une décision de qu'est-ce qu'on veut faire avec cette position d'attaquant, surtout de joueur étoile, parce que bon, après Nani, c'est lui, là. Il y en a d'autres joueurs désignés avec Orlando, mais Dom Dwyer, il gagne les gros sous, il gagne, donc, presque 1 500 000 juste pour dire à nos auditeurs. Donc, c'est quand même un joueur TAM. À un moment donné, il était joueur désigné, Dom Dwyer. Ouais. Et on a fait un transfert record pour lui aussi dans le temps. Donc, mais après, il y a Pereira, il y a Mueller à côté qui produisent. Donc, c'est pas... moi, j'ai l'impression qu'on va voir cette équipe-là renaître. Surtout sous Oscar Pareja, qui aurait dû gagner un peu plus à Dallas. J'ai un peu de misère à comprendre comment cette équipe-là de Dallas n'a pas gagné la Coupe MLS. Mais bon, pour en revenir à Orlando, si Nani revient, comme on l'a vu aujourd'hui, qui est capable de revenir et de produire à 33 ans, qui est quand même, tu sais, il peut avoir quand même un peu, il y a quand même encore du soccer devant lui. Moi, j'ai pas nécessairement de dire attention à Orlando, mais c'est pas mauvais là, ce qu'on a là. C'est pas affreux. Après, bon, ok, tu regardes le banc, bon, Tesho Akindele, ok. Ouais, j'aime pas trop ce joueur-là. OK, c'est la grosse recrue qui ont été cherchés au repêchage. Bon, ça va passer beaucoup sur Dwyer. Est-ce qu'on va pouvoir revoir Dwyer, le Dwyer des bons moments de Kansas City où ça marquait quasiment à chaque autre match? Si on est capable de revoir ça, tant mieux. Tant mieux pour Orlando parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas là. Ils sont pas arrivés, mais ils sont sur le bon chemin. Je pense que il y a eu beaucoup de changements rapides, de changements quasiment douteux, surtout au poste d'entraîneur avec Orlando. J'ai l'impression on est sur le bon chemin. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut pas oublier aussi sur le banc, tu as quand même Benji Michel qui peut faire beaucoup de bien, même s'il est plus ailier, mais il est capable de jouer en attaque aussi. Je pense que par exemple, si Dwyer est pas là, Benji Michel peut venir et faire quand même une différence. Aussi, c'est un joueur qui a énormément de talent. Il faut juste qu'on le voit jouer un peu plus souvent. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi. La preuve, quand on avait fait le guide sur la MLS en début de saison, j'avais placé moi personnellement Orlando 5e dans l'Est. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de sens dans la construction de cette équipe-là en général. Après, bon, il manque une certaine profondeur de banc. Mais par contre, juste le fait d'avoir cette culture tactique derrière Oscar Pareja, j'ai dit Carlos avant, mais c'est Oscar Pareja, excusez-moi. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez intéressant. Par contre, dans ce tournoi-là, je voyais pas Orlando être bon. Parce qu'on le sait, quand tu regardes une saison en tant que telle, tu as le temps de mettre en place plein de choses. Et pour moi, Orlando est quand même trop en arrière encore parce que cette construction-là qui devrait venir de match en match, elle n'était pas encore là. Donc pour moi, je voyais Orlando comme... vraiment comme cette équipe-là qui serait plus vers la 3e, la 4e place du groupe. Mais écoute, je pensais que l'Inter Miami avait une certaine avance de par l'expérience qui se trouvait dans cette équipe-là. J'adore par exemple Luis Robles, on a le gardien qu'on appelle Iron Man parce qu'il avait battu le record de nombre de matchs consécutifs joués. Tu as parlé un peu de Victor Yoa, ainsi de suite. Pour moi, c'était une équipe qui était supérieure, même si
c'est une nouvelle équipe d'expansion et je pensais que Orlando City, à cause des 5 années où c'était mauvais, ça allait pas cliquer tout de suite. Mais finalement, ben écoute, j'avais tort parce que finalement, Orlando s'en est sorti. Après, faut faire attention. Inter Miami, comme on l'a dit, comme je l'ai dit au début du podcast, n'était pas, ça se voit que c'est une équipe qui avait pas ses meilleurs éléments sur le terrain. J'ai parlé de Pizarro, tu as parlé de la Garza, et on va en parler un peu ce côté droit avec Dylan Nealis qui a été titularisé sur le côté droit à la place de la Garza. Je pense que les 2 buts sont venus de son côté, si je me trompe pas, du côté droit. J'ai l'impression, oui. Ouais. Donc finalement, et juste un petit chapeau bas à notre expert universitaire Florian Moget, qui nous avait dit lors de la draft. Il avait dit, je comprends pas pourquoi on a pris Dylan Nealis aussi haut et pourquoi l'Inter Miami a pris ce joueur-là. Pour moi, c'est pas un bon joueur. Donc, je sais pas si ça veut dire que on va pas juger le joueur sur un seul match, mais déjà on avait notre expert universitaire qui nous avait dit que il était pas très d'accord avec ce joueur-là, avec le choix de ce joueur-là. Donc bref, quand même assez intéressant de voir que notre ami Diego Alonso a décidé de titulariser Nealis à la place de la Garza. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je suis très... honnêtement, j'ai un très gros parti pris pour AJ de la Garza. Ouais. De par ce qu'il a été capable de faire avec le Galaxy dans les bonnes années du Galaxy, parce que je trouve que quand on regarde ces équipes-là du Galaxy, on regarde beaucoup Robbie Keane, on regarde beaucoup David Beckham, on regarde beaucoup Landon Donovan, mais on regarde pas assez des gars comme AJ de la Garza et Omar Gonzalez, à mon avis. C'est des défenseurs qui sont... en fait, je sais pas s'il va être éligible parce que techniquement, il représente le Guam, mais c'est des joueurs qui, à mon avis, vont être des candidats au US Soccer Hall of Fame pour leur production, pour ce qu'ils ont été capables de faire. Mais oui, c'est ça. Mais c'est drôle que tu parlais, puis je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu disais. Tu parlais de... T'as décidé de te mouiller pour faire les prédictions. Moi, j'ai pas eu ce courage-là. C'est beaucoup des... ça va être beaucoup de... Je veux dire, on pensait pas à Orlando, mais là, avec cette victoire-là, Orlando va peut-être gagner tous ses matchs. Donc c'est ça. Mais moi, pour ce qui est de Nealis, c'est... discutable. À mon avis, j'aurais été avec quelqu'un. C'est pas nécessairement une mauvaise chose d'y aller avec la jeunesse. Surtout, on avait deux jeunes d'un côté. Il y avait Lewis Morgan qui était de l'autre côté aussi, qui était de ce côté-là aussi. J'aurais pu voir un AJ de la Garza revenir à droite, même s'il a fait beaucoup récemment en défense centrale avec Houston. Mais c'est ça. AJ en a vu d'autres. Il a été sur beaucoup de très bonnes équipes. Il a été sur des mauvaises équipes aussi. Faut le dire. Mais ouais, parce que Houston, c'est un... Ouais, c'est vrai que c'était fameux. C'était un bourbier Houston au moment où De La Garza était là-bas. On a eu tendance à l'oublier, puis c'est une des bonnes pioches avec Ulloa, à mon avis, du repêchage d'expansion. Ouais. C'est un joueur comme ça qui apporte de l'expérience, surtout avec Reyes qui n'a pas fait tout le match malheureusement. Il y avait quand même beaucoup de joueurs qui étaient quand même assez jeunes sur cette ligne défensive-là, si on met les 5 au lieu des juste 3. Moi, je l'aurais mis là, pour être honnête. Est-ce que je m'attends à voir un AJ de la Garza peut-être commencer le deuxième match? Parce que tu peux pas perdre ton temps, là. Il te reste 2 matchs. Puis si tu gagnes pas les 2, tu t'en vas, c'est fini. Donc, on peut pas tergiverser. On peut pas prendre toute la journée à décider de si ça, le prochain match, si tu gagnes pas, après ça, oublie ça, là, les rondes de éliminatoires, là. Ouais, non, c'est sûr. Ben, déjà, vu que c'est un format de coupe, et on l'a vu souvent dans ce genre de format-là, bon, on parle souvent de Coupe du Monde, mais l'Euro, c'est la même chose, Copa América, bref, plein de tournois où il y a ça. Ben, t'as 3 matchs dans le groupe, donc t'en as perdu un,
tu as déjà perdu 33% des points disponibles. C'est énorme. C'est énorme. Donc déjà, pour l'Inter Miami, ça va être déjà difficile. Puis bref, je trouvais que Orlando a mérité sa victoire. Oui, sur ce match-là. Est-ce que j'ai été impressionné par Orlando? Non. J'ai été surpris qu'Orlando batte l'Inter Miami. Par contre, j'ai pas non plus été impressionné. Je pense que Orlando, quand ils vont se retrouver face à New York City FC, ça va être un peu différent. Bref, on verra par rapport à tout ça. Juste pour expliquer à nos éditeurs, en fait, il y avait 0-0 à la mi-temps. Puis après, il y a eu le but de Agudelo pour Inter Miami à la 47e, avant qu'à la 70e, excellent débordement de Nani sur la gauche qui sent pour Chris Muller qui égalise. Excellent joueur, ce Chris Muller. C'est un joueur de la draft qui a été snobé par tellement d'équipes, dont l'Impact de Montréal, et qui ça me stresse beaucoup parce que c'est un excellent joueur. Et à la fin du match, dans le temps supplémentaire, un gros cafouillage dans la défense sur un centre, je pense qu'il venait aussi de la gauche d'Orlando, donc de la droite d'Inter Miami. Et ça permet à Nani de donner les 3 points avec un but. Est-ce que juste on a parlé un peu de ce match-là, un peu de manière un peu débridée. Par contre, j'aimerais que tu me donnes, Tristan, j'aimerais que tu me donnes ton joueur du match et ton pire joueur du match. Donc, qui pour toi était le joueur du match dans ce match-là entre Orlando et Miami? Ouais, je pense que je vais pas surprendre personne. Pour la production, je vais y aller avec Nani, joueur du match. C'est quand même la passe décisive sur le premier but. En fait, ouais, c'est ça. La passe décisive sur le premier but, il marque le deuxième. Bon, est-ce que le deuxième est chanceux? Oui. Mais est-ce qu'il la met dedans? Oui. Donc, donc c'est ça. Puis, tu sais, Nani, on en voyait des gens dire, bon, Nani, là, il est en Floride, il prend ça peinard, tu sais, on le verra pas plus que ça. Mais quand même, je pense que c'est quoi, 12 buts l'année dernière? Ouais. Si Orlando se réveille avec un système qui est nouveau sous Oscar Pereira, Nani a quand même juste 33 ans, là. Ouais, c'est ça, c'est pas comme un gars qui arrive à 37, 38 ans, là. Il a juste 33 ans, puis à 33 ans, il est capable de donner encore 2 ans de très haut niveau, et on l'a vu hier. Je pense que, en plus du fait qu'il a été décisif, une passe décisive et un but, mais en plus, il a été quand même assez remuant. À chaque fois, on voyait que dès qu'il avait le ballon, il y avait du danger qui était créé, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Donc, tu sais, si Dwyer se réveille un petit peu, je veux dire, la production, Mueller de l'autre côté, ça va bien, quoique, honnêtement, si, tu sais, je vais mettre un bémol un peu, pas nécessairement un bémol sur Nani, mais je veux dire, même le premier but, le but de Mueller, c'était un peu faible là, sur Robles, là, qui est, à mon avis, un des meilleurs gardiens du circuit. C'était un peu, je veux dire, pour vrai, fallait... bon, mais tout de même, faut donner les fleurs à Nani. Pour ce qui est du pire joueur, je pense que tu fais un excellent point de dire que c'est Nilis. Parce que, je veux dire, Nani, bon, OK, il fait un petit changement de vitesse pour essayer de le battre, mais c'était pas rapide là, sur le côté. Là. Pour vrai, là, je veux dire, tu sais, bon. Donc, moi, Nilis... Surtout avec un tournoi comme ça, moi, je laisse pas beaucoup de cordes. Moi, tu m'en as donné assez pour dire, OK, ben là, on donne la chance à quelqu'un d'autre. Là. À mon avis, je veux dire, ton changement, il est là. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il voulait y aller avec un 3 derrière. AJ commence à vieillir un peu. Là. AJ, là, il est rendu à combien? Là? Il a 32 ans. 32 ans, il est pas si vieux que ça. C'est quand même pas si pire que ça. Moi, je fais rentrer un AJ de la Garza pour Nilis en espérant que ça stimule un peu. Puis bon, après, si Pizarro, lui, est prêt, oui. Mais aussi, écoute, mention honorable pour le pire joueur du match à Juan Agudelo. Là. Je veux dire, je sais qu'il rate, là, mais il aurait pu avoir un tour du chapeau. Là. Ouais. Faut pas l'oublier, ça. Puis un tour du chapeau, ça nous amène à 3-2. Et sincèrement, Miami aurait pu gagner ce match-là. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que, comme tu l'as dit, je pense que ce match-là, bon, est parti à Orlando, mais avec un peu plus de finition du côté d'Inter Miami, ça aurait été complètement différent. Je pense que
logiquement, ce match-là aurait dû se terminer par un match nul. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Tristan. Oui, oui, tu as raison. Mais bon, c'est la très... j'espère, on n'a pas nécessairement de nouvelles au moment où on enregistre sur Reyes. J'espère que ça va bien parce que il s'est fait vraiment donner la corde à linge dans le cou. Ça avait l'air extrêmement douloureux. Et je ne vais pas commencer à faire de lien avec quelque chose de respiratoire, puis peut-être, parce que là, on ne sait pas s'il est dans un hôpital un peu plus généraliste de la ville d'Orlando. Moi, je suis un petit peu hypocondriaque, donc j'aurais un peu peur d'aller dans un hôpital où il y aurait beaucoup de chances d'attraper quelque chose de pire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que on espère que tout va bien de son côté. Pour ce qui est de... Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. André Reyes qui a reçu un gros coup de la part de Dom Dwyer. Qui a dû être sorti sur civière et qui se retrouve dans un hôpital. On n'a pas de nouvelles au moment où on enregistre. Il est maintenant aux alentours de 8 heures le 9 juillet, donc on n'a toujours pas de nouvelles. Pour ce qui est, moi, de mon joueur du match, j'avais choisi Nani comme meilleur joueur, puis pire joueur, Agudelo. Par contre, je veux donner une mention honorable au joueur du match pour Mueller. Pourquoi? Parce que Mueller, non seulement il a marqué un but, mais aussi c'est lui qui a été le plus dangereux lors de la première mi-temps aussi. Il a failli marquer un but aussi sur un très bon mouvement collectif qui a été rendu sauvé par Luis Robles. Peut-être qu'il a fait une erreur sur un but. Par contre, il a sauvé un but sûr et certain en première mi-temps. Donc, j'aimerais donner une mention honorable à Chris Mueller. Et pour le pire joueur du match, j'aimerais aussi donner une mention honorable à notre ami Dom Dwyer, qui pour moi, oui, il y a Nilis, il y a Agudelo, mais Dom Dwyer aussi, je pense que à part faire sa peste sur le terrain, il n'a pas fait grand-chose. Et pour moi, c'est dommage parce que c'est un joueur qui est très talentueux. Je pense qu'il est en perte de confiance à Orlando. Je pense qu'un changer de club, ça peut-être l'aider à retrouver un peu de son efficacité devant le but. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à ça, mais je pense que Dwyer a besoin d'un nouveau souffle à sa carrière. Ça fait assez longtemps qu'il est là à Orlando. Je pense maintenant 4 ans, 3-4 ans. Et je pense qu'il est temps pour lui d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Tristan. Ben, ça me surprend un peu de Dwyer. Je m'attendais à une sorte de renouveau de sa part parce que il y a beaucoup d'histoires à Orlando avec Dwyer. Dans son temps à Kansas City, il avait été en prêt dans le temps où Orlando était en USL. Il est retourné, il s'est fait échanger. Sa femme, Sidney Leroux, est joueuse au Pride. Donc, est-ce que je pense qu'il va accepter, dans un sens de renouveau, est-ce qu'il va vouloir changer d'air? J'ai pas l'impression parce que pour ce qui est du extra sportif, il y a beaucoup d'attaches à Orlando. Ouais, non, c'est sûr. Et bon, je veux dire, c'est un nouveau mouvement. Mais encore là, c'est ça. Moi, je regarde le salaire puis je me dis, Dwyer, on peut pas vraiment se permettre au salaire qu'il a de l'utiliser comme un suppléant, un joker de luxe, là, un super sub. À mon avis, je veux dire, tu regardes l'Impact, ils font un peu ça, ils ont un peu fait ça dans le passé aussi, mais c'est ça, va falloir, là, dans un moment comme ça, je regarde Oscar Pereira, puis je me dis, ça va être son projet, il va falloir qu'il sache s'occuper de Dwyer pour le mettre dans les meilleures circonstances possibles parce que j'ai pas l'impression qu'il est dans les meilleures circonstances. Mais encore là, cette victoire-là pour Orlando est extrêmement importante. C'est leur première victoire depuis je sais pas combien de temps. Là, ça fait plus longtemps que... assez longtemps. 27 août. C'est quasiment un an. Là. Bon, on s'entend avec la pandémie, c'est autre chose, là, mais pour le mental, ça va être... c'est extrêmement important. J'ai l'impression que peut-être qu'on verra, on verra peut-être pas, c'est un peu laborieux tout ça, mais peut-être que le deuxième match, c'est le boost que Orlando avait besoin.
Et peut-être que tout ce qu'on va être en train de dire là servira à rien parce qu'ils vont complètement changer pour le restant du tournoi. Mais bon, ça, le mental, des fois, ça peut être très fort. Oui, effectivement. En tout cas, et en plus, c'est une bonne nouvelle aussi pour Orlando parce qu'on sait que cette victoire-là, elle va compter pour la saison régulière qui est supposée reprendre après le tournoi parce qu'on sait que les matchs de groupe comptent pour la saison régulière. Donc, c'est 3 points de plus pour le classement de la saison régulière en plus de 3 points pour le tournoi. Donc, vraiment une très, très bonne affaire pour Orlando. Pour Miami, je pense que Miami a un peu plus de loose, comme on dit, parce que c'est une franchise d'expansion. Donc, ils n'ont pas encore complété leur effectif, comme je l'ai dit auparavant. Donc voilà, je pense que finalement, tout est bien qui finit bien quelque part. Après, bon, c'est le premier derby floridien. L'Orlando vient de prendre la première manche. On verra si jamais il y aura une deuxième. Mais en tout cas, c'est assez excitant de ce point de vue-là. Hier aussi, on attendait l'entrevue de Don Garber à la mi-temps, à la mi-temps du match sur ESPN, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Nashville City SC, qui a eu plusieurs cas de positifs à la COVID, donc je pense 9 cas à ce que j'ai lu. Et on attendait voir si jamais Don Garber allait les exclure, comme ils ont fait avec Dallas, les exclure du tournoi. Don Garber, durant son entrevue, a dit que c'est une décision qui va être prise en dernière minute. Il a dit que ce sera pris durant la nuit, en date d'aujourd'hui. Maintenant, on est presque aux alentours, on est entre 8 et 9 heures là. En date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'annonce par rapport à Nashville SC. Je ne serais pas étonné de les voir aussi exclus du tournoi. T'en penses quoi, Tristan, par rapport à Nashville? Moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui regardent un tournoi sportif et on parle de OK, FC Dallas a 2 cas, a 3 cas, a 4 cas, a 9 cas. Là, finalement, ils sont plus dans le tournoi. J'ai l'impression qu'on regarde ces cas positifs. Souvent, maintenant, on dit même pas un cas de COVID-19, on dit même pas un cas de coronavirus. On fait juste dire, c'est un cas positif. Après, on n'y pense plus. Mais, sincèrement, là, c'est un virus qui peut être extrêmement dangereux, qui a tué beaucoup de gens dans le monde. J'ai l'impression que même chose pour beaucoup de choses. On a parlé de justice sociale en début d'émission. Je veux dire, ces choses-là, on a tendance à prendre les joueurs comme des numéros. Ouais. On a tendance à vouloir, OK, moi, mon club, c'est telle chose, je veux absolument les voir, nanana. Mais c'est des êtres humains qui ont contracté un virus dans un hotspot, là, une des places dans le monde où il y en a le plus. Et là, ils sont dans ils sont dans un solide confinement. Là. Les joueurs de Dallas, là, c'est pas drôle. Là. Ils vont être là pendant 2 semaines. Ils peuvent même pas repartir chez eux. Là. Puis en plus, ils ont un virus qui potentiellement est mortel. Là, pour ce qui est de Nashville, tu me demandes ce que je pense de Nashville. Moi, écoute, si on est rendu à un point où c'est extrêmement dangereux de même sortir, moi, prends pas de chance, là. Tu veux pas donner ça à plus de monde qui en a déjà. C'est magnifique qu'on puisse rejouer, là, mais pour vrai, là, on va pas mettre la vie de dizaines de personnes en jeu pour revoir du soccer. Sincèrement, là, si c'était juste de moi, là, il n'y en aurait probablement pas de tournoi MLS is back. Moi, je prendrais pas de chance. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi, Tristan. Je suis du même avis aussi. Je pense je prendrai pas de chance non plus pour Nashville SC. En tout cas, on attendra les nouvelles
de la MLS par rapport à la participation de Nashville SC au tournoi. Donc, c'est tout pour cet épisode, le premier épisode de MLS is Back sur Culture Soccer. J'espère que ça vous a plu. Déjà, en premier, j'aimerais te remercier énormément, Tristan, d'être venu ici et de t'être levé tôt parce que je t'ai fait lever tôt pour faire ce podcast-là. C'était super apprécié et extrêmement intéressant. C'est un plaisir. On est toujours plus productif le matin. J'espère que j'ai fait un peu de sens. Ça a été extraordinaire. Mais c'est un grand plaisir anytime. Parfait. Et juste pour nos éditeurs, est-ce que tu peux leur dire comment ils peuvent te contacter et parler avec toi sur Twitter ou sur d'autres plateformes? Ouais, donc sur Twitter, je suis @Tristan Damours, TRISTANDAMOURS. Et surprenez-vous pas, je tweete quand même beaucoup en anglais, certaines fois en français, quelques fois en français, mais oui, si vous me suivez sur Twitter, vous allez voir tout ce qu'il y a de nouveau avec moi. Parfait, excellent. Merci encore, Tristan. Puis c'est sûr, je referai appel à toi si jamais t'es game pour un nouvel épisode de ce podcast spécialement dédié au tournoi MLS is Back. C'est un plaisir. Parfait. Donc, à demain pour un nouvel épisode et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à nous faire part de vos critiques ou vos commentaires par rapport à ce podcast-là. À demain pour un nouvel épisode et bonne journée. Culture Soccer.